Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur la rencontre entre Xi et Trump, entre Xi Jinping et Donald Trump, les présidents chinois et américains, qui avait marqué l'actualité il y a déjà quelques semaines. Donc on va revenir sur cette rencontre parce que elle est évidemment essentielle et elle façonne évidemment l'actualité et le devenir géopolitique du monde, puisqu'il s'agit de la mise en rapport et du contact entre les deux puissances, et que celle-ci, ce rapport, ces contacts entre ces deux grandes puissances et de superpuissances, si on peut dire, est quelque chose qui influence aussi la géopolitique de la région Asie. Alors, la rencontre du 30 octobre 2025 à Busan, en Corée du Sud, en marge du sommet de la paix, qu'on va y revenir, entre Donald Trump et Xi Jinping, est en fait seulement la 5e entre les deux dirigeants, et la première depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche depuis 2025. Donc, les conditions, en fait, il fallait certaines conditions pour que cette rencontre soit possible. Donc, la dernière rencontre, elle remontait à juin 2019, donc il y a 6 ans, lorsque les deux dirigeants se rencontrèrent à Osaka lors du sommet du G20. Donc, pour Donald Trump, d'un côté, cette rencontre, en fait, elle concluait une activité diplomatique assez intense en Asie, qui avait commencé par sa participation au sommet de l'ASEAN, et là aussi c'était une forme de symbole, puisque c'était la première d'un président américain depuis 2022, Biden ayant envoyé la présidente Kamala Harris à sa place en 2023 et 2024. Donc c'était comme une sorte de retour au premier plan des États-Unis dans la structure de l'ASEAN. Et ce sommet était important au niveau de l'ASEAN parce que, évidemment, il intervient alors que les tensions dans la région augmentent, même si c'est une région comparativement stable, mais il y a plusieurs zones de tension qui augmentent. Alors évidemment, la première zone de tension, c'est les droits de douane américains qui, évidemment, touchent l'ensemble des pays de l'ASEAN et qui sont aussi diversement touchés, et à travers lesquels les États-Unis essayent aussi d'exercer leur influence. La deuxième source de tension continue, c'est la guerre civile au Myanmar, qui continue, qui n'est pas finie, donc anciennement Birmanie, avec des rebelles et l'État qui se disputent des zones importantes de territoire, avec des influences étrangères extrêmement complexes, notamment de la Chine, qui est extrêmement complexe dans cette région. Évidemment, les tensions accrues en mer de Chine méridionale, avec des collisions souvent aujourd'hui entre les gardes-côtes philippins et des pêcheurs ou des milices chinoises. Et enfin, la guerre de 5 jours qui avait eu lieu en octobre entre la Thaïlande et le Cambodge. Et donc d'ailleurs, c'était aussi une des raisons, sans doute peut-être la principale raison pour Donald Trump, le président américain, qui aime s'afficher, on le sait, comme un faiseur de paix, et donc on sait que le président Trump a affirmé que c'est son intervention qui avait mis fin au combat entre la Thaïlande et le Cambodge, qui d'ailleurs pourrait reprendre à n'importe quel moment en réalité. Et donc, il avait organisé ce sommet, en fait, à travers aussi une cérémonie de paix qui visait à le présenter comme un artisan de la paix. Le but, c'était de rassurer sur l'effectivité du leadership américain dans une région globalement sous influence chinoise, mais il y a quand même ici un effet d'annonce, et en effet, les développements récents font craindre d'un recrue de tensions entre le Thaïlande et le Cambodge, la Thaïlande et le Cambodge, et c'est un peu aussi, on sait, la même chose qui s'était passé avec l'Inde et le Pakistan. Trump avait dit qu'il avait été un artisan de la paix entre l'Inde et le Pakistan après l'épisode de conflit extrêmement court entre les deux pays, ce que l'Inde avait totalement rejeté, puisque l'Inde refuse l'idée d'un médiateur entre elle et le Pakistan. Donc ensuite, dans cette tournée asiatique, le président Trump s'est rendu au Japon,
Et donc là, première importante, puisqu'il s'agit de rencontrer la nouvelle première ministre, Sanae Takaichi. Donc c'était une rencontre qui, alors que celle-ci venait juste d'être élue, et c'était important, évidemment, pour les États-Unis, de se rendre au Japon, surtout, évidemment, encore une fois, dans le cadre de ces droits de douane, américains qui ont en fait entendu les relations avec les principaux alliés et qui en fait imposent une sorte de diktat économique aux alliés des États-Unis et au reste du monde, sauf ceux qui essayent, qui tentent d'y échapper et qui ont aussi des moyens de s'en exempter, et donc notamment la Chine du point de vue de sa position de puissance. On va y revenir. Donc, par rapport à cette visite au Japon, le communiqué de la Maison Blanche est extrêmement en fait dithyrambique. Et là, il y a quelque chose qui fait que parfois on se dit qu'aujourd'hui, les communiqués de la Maison Blanche ressemblent de plus en plus à ceux émis par le Parti communiste chinois. Alors voilà ce que dit le communiqué. Dans une nouvelle démonstration audacieuse de sa force et de son talent inégalé en matière de négociation, le président Donald J. Trump a poursuivi sa tournée historique en Asie par une visite décisive au Japon du 27 au 29 octobre, concluant des accords commerciaux d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Voilà, donc c'est vraiment, on est presque dans un style nord-coréen, avec le talent inégalé de négociation du président en chef. Et donc le communiqué de la Maison Blanche vante des accords commerciaux de plusieurs milliards de dollars, sans dire le montant exact. Évidemment, tout est le problème. Le problème, c'est évidemment la quantité. En fait, il s'agit pas vraiment de contrats, il s'agit surtout de promesses d'investissement. Et on sait que d'abord, les États-Unis à travers Trump avaient décidé d'imposer un droit de douane de 25% sur les produits japonais. Ça a été réduit à 15% en juillet, dans le cadre d'un accord en vertu duquel le Japon s'est engagé à investir 550 milliards de dollars aux États-Unis, mais donc c'est un engagement, ces investissements, donc en promettant d'acheter plus de riz, de soja et de voitures américaines. Est-ce que ça va être le cas? C'est encore à voir. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, 332 dans ces 550 milliards, il y a 332 milliards de dollars d'investissement prévus pour donc soutenir les infrastructures énergétiques aux États-Unis. Ça c'est intéressant parce que ça montre en fait, ça dresse en creux en fait le portrait d'un pays, les États-Unis, qui est dans une situation de déficit structurel quant au financement de ces infrastructures publiques. Et donc besoin d'investissements étrangers, 330 milliards, donc que du Japon, pour permettre le maintien de ces infrastructures énergétiques. Quand est-ce que ça va être fait? Comment ça va être fait? En fait, tout ça, c'est encore assez flou. Donc il y a beaucoup d'effets d'annonce ici. Alors ensuite, donc on va venir sur ça, on continuera sur ce point aussi lors de la prochaine émission. La visite asiatique qui s'est conclue avec Xi Jinping, avec la rencontre avec Xi Jinping au sommet de l'APEC. Alors revenons un tout petit peu sur l'APEC. L'APEC est l'une des organisations régionales les plus puissantes en termes de portance économique, avec désormais 21 membres. Donc Chine, Russie, États-Unis, Australie, Brunei, Canada, Chili, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Corée du Sud, Mexique, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam et Taïwan. Donc ces pays représentent plus de 50% du PIB mondial et abritent 40% de la population mondiale. Donc un ensemble économique extrêmement important, qui réunit des deux côtés du Pacifique. La région APEC a généré 70% de la croissance économique mondiale au cours de ses 10 premières années d'existence. Et donc ces sommets sont l'occasion aussi de rencontres parallèles, notamment celles entre les délégations américaines et taïwanaises, qui ont été évidemment beaucoup moins, on va dire, notées, beaucoup moins commentées que celles entre les États-Unis et la Chine. Donc la négociatrice commerciale taïwanaise en chef, Jenny Yang, avait rencontré le 30 octobre aussi le représentant adjoint américain au commerce, Rick Switzer. Et donc, à ce même moment, et c'est ce qui prend évidemment tout l'espace médiatique, on va commencer ici le commentaire sur ça, on le finira la semaine prochaine. Donc à ce moment-là, ce qui a pris tout l'espace médiatique, ce fut bien entendu la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Et cette rencontre, elle a été rendue possible évidemment par une pause dans la guerre douanière en cours entre les deux puissances, parce que
pour qu'une rencontre au sommet en fait soit possible entre les dirigeants de ces superpuissances, il faut qu'elle ait été préparée pendant longtemps. En fait, elle se prépare depuis plusieurs mois et on l'a déjà évoqué. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire d'une rencontre quelque chose qui, on va dire, scelle tout un ensemble d'accords, tout un ensemble au moins d'agréments qui ont été consolidés dans un processus long cours et sur lesquels en fait on appose un regard officiel à travers cette rencontre. Alors, il faut aussi rappeler c'est quoi cette guerre douanière et on finira sur ce point. Alors, depuis le début de la seconde administration Trump, les droits de douane n'ont cessé d'être utilisés par les États-Unis comme un instrument de guerre commerciale. Et ces droits de douane n'ont cessé aussi de changer. À un moment donné, ils ont été à 145%. Maintenant, apparemment, ils sont revenus à 47%. En plus, ils sont en ce moment au niveau du Sénat, au niveau du Parlement américain, au niveau de la Cour suprême. Il y a un regard légal qui s'amorce, et qui pourrait aussi les rendre en fait ineffectifs. Mais en tout cas, les droits de douane ont été utilisés par les États-Unis comme un instrument de négociation commerciale, comme un instrument de pression sur Pékin. Mais Pékin a aussi ses propres instruments de pression. Et ça, on va y revenir donc la semaine prochaine sur ce deuxième podcast, sur ce sujet. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.